Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour un sujet qui me tient à cœur. Pourquoi c'est un sujet intéressant? Ben, vous le savez, là, je ne vous cache rien, on parle beaucoup partout. Tout le monde veut être dans le big data, tout le monde veut être au niveau de l'intelligence artificielle, mais on a tendance souvent à se concentrer sur les technologies et à sous-estimer un certain nombre de problèmes pratiques pouvant survenir en cours de route. Et c'est donc de ça dont je vais vous entretenir cet après-midi. Première des choses, ce que je vous présente, c'est un petit peu un condensé. Ça fait une vingtaine d'années que je travaille sur des projets de ce type-là, beaucoup avec les partenaires industriels du consortium de recherche qui sont actifs dans différents domaines, comme vous pouvez le voir. Fait qu'on en a, ça va de l'agroalimentaire, l'énergie, transformation des métaux, ainsi de suite. Mais on remarque que systématiquement, ce sont les mêmes problèmes qui reviennent dans les différents projets quand on travaille avec les données. Puis, en fait, préparer cette présentation-là m'a donné l'occasion de répertorier de manière, on va dire, plus ou moins officielle ces problèmes-là qui surviennent fréquemment. Avant de parler des problèmes au niveau des données, je voudrais faire une petite parenthèse sur que fait-on avec les fameuses données en question et pourquoi on ramasse des données en contexte industriel. J'aime bien ce tableau-là qui a été produit par Gartner en 2014 qui nous présente les différents usages des données, on va dire de manière croissante en termes de complexité. Je m'explique, vous avez tout d'abord en haut ici, utiliser les données presque de manière brute, de manière descriptive. OK, pour voir, on va analyser les données pour voir qu'est-ce qui s'est passé, hein, qu'est-ce qui peut arriver. Mais l'idée, c'est qu'on ne consulte pas les données seulement pour les consulter. Ça va alimenter généralement une prise de décision. On a un humain qui va analyser la donnée, qui va prendre une décision qui sera ensuite mise en action. Ça, c'est ce qu'on appelle l'analytique descriptive. Un peu plus complexe, ben, il y a le diagnostic. Hein? Pourquoi est-ce que ça s'est passé? Être capable d'établir des relations de cause à effet. Encore plus loin, du prédictif. Alors, j'ai mes données, mais mes données me servent à dire, ben, si la tendance se maintient, voici ce qui devrait arriver. Et encore une fois, ça va engendrer une action. Puis finalement, ben, il y a le dernier niveau qui est euh, ce qu'on appelle le prescriptif. C'est-à-dire là, on va avoir des systèmes qui vont être en place, qui vont recommander qui vont aider à la prise de décision, qui vont recommander une action. Et il y a bien sûr un niveau qui n'est pas là, hein, qu'on pourrait imaginer tout en haut, qui serait ben, l'humain décide uniquement sur la base de son intuition sans s'appuyer sur des données. Mais ce n'est pas le cas qui nous intéresse aujourd'hui. Je vous donne des exemples en contexte industriel de ces différents niveaux-là. Tout d'abord, au niveau descriptif, un modèle descriptif, typiquement, c'est ce qu'on connaît le mieux en entreprise, c'est ce qui va nous permettre de nous évaluer, d'évaluer notre performance, donc des données concernant la production, productivité, qualité, un peu plus complexe, calcul de prix de revient. On va pouvoir utiliser ces informations-là pour la sélection des clients, mais ça, en général, c'est ce qu'on maîtrise bien. Un exemple de modèle prédictif, oui, pour ça, vous allez me pardonner, je vais sortir un petit peu du contexte industriel parce que j'aime bien utiliser cet exemple qui est issu du monde du hockey. Donc, imaginons qu'on souhaite prédire si j'ai un lancer sur la glace à partir du point ici. Est-ce que c'est un lancer qui est dangereux? Est-ce que j'ai des chances de marquer ou pas contre une certaine équipe ou contre un certain gardien? Ben, une façon de faire ça, un premier modèle prédictif que je pourrais avoir, c'est utiliser un simulateur. Donc, utiliser NHL probablement en 2021, je ne sais pas à quoi ils sont rendus. Donc, utiliser un simulateur et rejouer la scène plusieurs fois, puis regarder si le lancer a l'air dangereux lorsqu'il est issu du point en question. On pourrait également se baser sur les données, puis avoir un modèle prédictif de type apprentissage automatique, machine learning, où j'ai des données statistiques sur tous les lancers passés auxquels mon gardien a été confronté. Et ben, je vais essayer
trouver, d'identifier quelle est la zone dangereuse sur la glace, là, où en majorité les tirs mènent à un but versus un arrêt. À ce moment-là, c'est tout simplement, j'ai tracé ce qui ressemble à une ellipse. Donc, notre algorithme d'apprentissage, tout ce qu'il fait, c'est venir choisir la taille et le positionnement de l'ellipse de manière à identifier la zone qui est la plus dangereuse. Bon, exemple très simple, mais c'est exactement la même chose qui se produit, même si j'utilise des trucs beaucoup plus complexes comme des réseaux de neurones. Ici, j'ai un exemple de projet qui a été réalisé avec mon collègue Philippe Giguère, où on a entraîné des réseaux de neurones à venir prédire à partir d'une photographie de l'écorce sur un tronc d'arbre, être capable d'identifier l'espèce de l'arbre avec un taux de fiabilité de presque 100 Je ne sais pas pour vous, mais moi, je regarde les deux photos à gauche, épinette blanche, épinette noire, et ben, j'ai de la misère, je ne vois pas vraiment la différence, mais un algorithme bien entraîné devient capable de le faire. Mais je vous le répète, c'est exactement la même idée que l'exemple simple que je vous ai présenté ici. Pourquoi je vous présente cet exemple-là? C'est pour attirer l'attention sur le fait que il ne suffit pas d'avoir un algorithme, un modèle d'apprentissage automatique, parce qu'à partir du moment où on voit qu'on est capable d'avoir ça, ça amène la question, mais comment je vais réorganiser mon réseau, mon environnement de production? Est-ce que c'est sur une abatteuse en forêt que je vais venir mettre une caméra, puis que je vais identifier, puis je vais trier mon bois à ce moment-là? Est-ce que ça va être dans un centre de transbordement? Est-ce que ça va être lorsque le bois arrive dans la cour à bois à l'usine? Est-ce que ça va être dans l'usine quand je rentre mon bio pour le transformer? Il y a toute une question dans la mise en œuvre de ces systèmes-là, de ces nouvelles possibilités-là, qui amènent une très grande réorganisation de notre système de production. Et ça, ben, ça va avoir un impact sur nos sources de données, l'endroit où on va aller chercher les données et ce qu'on va faire avec. Finalement, puis je vais terminer sur cet aspect-là des différents types de modèles. Les modèles prédictifs de type recommandation, optimisation, planification. En général, on est peu au niveau du machine learning quand on est dans ces choses-là. On va utiliser d'autres approches d'intelligence artificielle ou des approches mathématiques pour venir faire des recommandations. Puis ici, je vous donne l'exemple, c'est pour des séchoirs à bois industriels où on doit décider en fonction des commandes du client, des paquets de bois qu'on a dans la cour à bois, comment on va les assembler sur des wagons de manière à les rentrer dans des gros séchoirs à bois où le bois va devoir passer plusieurs jours. C'est une espèce de gros casse-tête 3D, mais le casse-tête qu'on a à faire à chaque jour est complètement différent de la journée d'avant. Alors, on n'y va pas avec de l'apprentissage parce qu'on ne veut pas reproduire des situations qu'on a vues dans le passé, parce qu'à chaque jour, la situation est différente. Alors, c'est pour ça qu'on y va plus avec l'optimisation des différentes approches mathématiques. Comment, dans les faits, ça se vit tout ça en contexte industriel? Bon, ben, je vous donne, souvent, on ne fera pas une de ces choses-là, on va faire plusieurs de ces choses-là en même temps. Je vous donne l'exemple de notre partenaire APN, qui est au niveau de l'usinage de pièces mécaniques, de moteurs d'avion. Ben, au fil du temps, on a développé avec eux des modèles prédictifs pour prédire l'usure des outils qui servent à venir sculpter les produits qu'eux fabriquent, des modèles prescriptifs pour venir en temps réel déterminer les séquences de production, déterminer quel produit devrait être fabriqué à quel moment, sur quelle machine, avec quel outil. Et d'autres types de modèles prédictifs, dans ce cas-là, simulation pour l'évaluation des stratégies de pilotage de l'entreprise. Donc, décider comment on va gérer les ressources, à l'interne. Puis souvent, ben, ce sont les mêmes données qui vont servir à alimenter ces différents modèles-là. Et c'est un écueil qu'on voit souvent, le fait qu'on va ramasser la donnée au départ pour alimenter un des modèles, mais c'est seulement quand on commence à développer un deuxième ou un troisième modèle qu'on se rend compte qu'il y avait des erreurs dans les données qu'on ignorait au départ. Okay? Puis je vais revenir sur ça. Fait que maintenant qu'on a vu
ce qu'on veut faire avec nos données industrielles, là, je vais rentrer dans le vif du sujet des différents problèmes qu'on peut rencontrer. Puis, en réfléchissant, en préparant la présentation, je me suis rendu compte qu'il y a vraiment un patron classique qui se produit sans cesse, c'est qu'on commence un projet, puis on a toujours, on est très confiant. Hein, on se dit, ben oui, là, ça va être facile, on va avoir les données. Puis le premier à le dire, généralement, c'est l'entreprise, c'est le partenaire industriel qui dit, ben avec nous, vous n'en aurez pas de problème, là, parce que nous, on est vraiment bien organisés. On ramasse les données, puis tout est déjà là et il reste juste à faire nos beaux modèles d'intelligence artificielle. Euh, Inévitablement, en général, il faut suer sang et eau pour récupérer les données, les concilier. Parce que, ouais, les données étaient là, mais c'est dans des bases de données différentes, avec les données sont indexées de manière différente, les codes de produits peuvent être différents d'une usine à l'autre de l'entreprise, ainsi de suite. Les sources de données peuvent être différentes. C'est en général beaucoup de travail et ben voilà, c'est nécessaire. Alors, une fois que c'est fait, on se dit, ben là, ça va bien. Maintenant, on a toutes les données. On commence, on développe nos premiers modèles, mais là, ça ne fonctionne pas parce qu'on se rend compte qu'il y a plusieurs problèmes avec les données, puis on revient à l'étape 2. Et c'est toujours comme ça. Je vous ai dit, ça fait 20 ans que je fais des projets industriels et ben, ça sert. L'idée, c'est que ça ne sert à rien. Je ne vous présente pas ça pour être pessimiste. L'idée, c'est que ça ne sert à rien de se mettre la tête dans le sable. Il faut comprendre que ça fait partie du projet. Donc, il faut s'y faire à l'idée qu'on devra passer à travers ces différentes étapes-là. Je suis vague au niveau des problèmes qui peuvent survenir. C'est justement sur ça que je vais me concentrer là, dans les prochaines minutes. Pour faire ça, au départ, j'avais commencé à vous ramasser, faire une liste de toutes sortes d'exemples intéressants de moments où des problèmes sont survenus. Mais j'ai décidé plutôt de vous raconter une histoire, l'histoire d'un projet en particulier, qui est une collaboration avec Théo Taxi à Montréal que tout le monde connaît. Puis, je crois que ça en fait un exemple très intéressant, très pertinent, parce que ben, tout le monde sait c'est quoi une voiture, tout le monde sait c'est quoi un taxi. Si j'avais choisi un cas d'application au niveau de l'usinage du métal, ben, c'est moins intéressant un petit peu pour quelqu'un qui connaît moins ce domaine-là. Fait que voilà. Donc, le Théo Taxi, projet super intéressant, il nous contacte parce que il désirait avoir des modèles prédictifs pour être capable, dans un premier temps, de prévoir la quantité, l'énergie qui est nécessaire pour amener un client d'un point A à un point B. Donc, être capable de dire, j'ai un client qui vient de commander avec l'application un taxi, il va de telle place à telle place, ben, si je sais que ça prend X de batterie, ben, je vais l'affecter à un taxi qui a assez de batterie. Voilà. Dans un deuxième temps, être capable de prévoir le temps de charge nécessaire pour recharger le véhicule. Donc, j'ai un véhicule qui est présentement à 7 de batterie, je veux le charger jusqu'à 80, 85, 90 ben, ça va prendre un certain temps qui varie en fonction de différents critères. Puis l'idée, c'est que si on est capable de bien faire ces deux choses-là, ben, on est capable de bien planifier les activités de recharge et l'assignation des taxis aux clients. Fait que si vous m'aviez bien suivi jusqu'à maintenant, ici, on parle de modèle prévisionnel, puis à droite, de modèle prédictif, et à droite d'un modèle prescriptif, nous disant en temps réel comment gérer nos ressources. C'est un projet qui s'annonçait très facile parce que l'année d'avant, lorsque j'ai eu ma première voiture électrique, ben, vous en doutez peut-être, moi j'aime beaucoup les données. J'aime les vacances, mais j'aime encore plus les données. Alors, après avoir eu ma première voiture électrique, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, ben tiens, allons faire le tour de la Gaspésie. Ça va nous amener à charger souvent, on va ramasser des données. Puis au retour, je me suis amusé à faire des modèles prédictifs, justement, du type de ceux que Théo Taxi nous ont demandé. Et ça fonctionnait super bien. Alors, ben, avec Théo Taxi, qui avait des centaines de milliers de courses dans ses bases de données, on se disait, ben, ça va être encore plus
Ça peut juste être mieux. Donc, c'est un projet qui s'enlignait pour être facile. C'était une mine d'or, Théo Taxi. En plus de la base de données des courses de taxi, on avait toutes les informations de géolocalisation. Donc, le taxi passait de telle place à telle place. On avait des points GPS tout le long de l'itinéraire, la vitesse employée, la vitesse auquel roulait le véhicule, les données topographiques de la NASA pour tenir compte de l'élévation de la route, les données météo d'Environnement Canada pour savoir que bon, ben, cette journée-là, une tempête de neige, donc c'est normal que ça consommait un peu plus d'énergie et ainsi de suite. Donc, vraiment une mine d'or en termes de données avec une super équipe dédiée là-bas, puis toutes les données qui, en théorie, étaient disponibles dès le début. Petite parenthèse, on parle des données, mais je glisse quelques mots sur le fait que le projet était l'occasion, dans nos modèles prédictifs, de tester vraiment plusieurs choses, là. Bien sûr, les réseaux de neurones, mais toute une série d'approches alternatives d'apprentissage. Donc, le projet a été l'occasion aussi de comparer ces différents modèles-là en termes de leur capacité prédictive. Ça, je reviendrai sur ça. Il y a une petite surprise qui vous attend. Bon, prévision du temps de charge de la batterie. Premier modèle qu'on avait à développer. Ici, je vous rappelle les différentes données qui peuvent influencer le temps de recharge et qui sont toutes des données auxquelles on avait accès. Donc, les différents types de bornes de recharge, la température de la batterie, les conditions météorologiques. Bien sûr, si je suis en train de charger une Tesla ou une Nissan Leaf, ce n'est pas la même chose. Donc, il faut savoir quel véhicule qui est branché, la capacité de la batterie, puis un truc qu'on appelle l'état de santé de la batterie. Une batterie neuve versus une batterie de 4 ans qui serait dégradée, il n'y aura pas tout à fait, la vitesse de charge ne sera pas tout à fait la même. On fait notre premier modèle et ça ne fonctionnait pas du tout. Okay? Je vous explique le schéma qui est là. Sur l'axe des X, ici, vous avez la prédiction qu'on a fait. Puis en Y, vous avez le temps de charge réel sur l'axe des Y. Donc, dans un monde idéal, notre prédiction serait exactement égale à la durée réelle. Donc, tous les points seraient alignés le long de la droite qu'on trouve ici. Mais là, vous vous rendez bien compte là, que c'est loin d'être le cas. Okay, je prends un point extrême qu'on a ici. On avait prédit que cette course de taxi cette séance de charge prendrait 500 secondes, mais ça en a pris 3200. Donc, nos premiers modèles ne fonctionnaient pas du tout. Et il s'est avéré que le problème, ce n'était pas nos modèles. Vous vous en doutez bien, c'est le sujet de ma présentation, c'est les données. Qu'est-ce qui ne fonctionnait pas? Premièrement, différentes choses. Les fameux états de santé de la batterie, c'était une donnée qui était retournée par un ordinateur de bord d'un fournisseur, un fournisseur canadien qui vend des ordinateurs de gestion de flotte qui sont branchés dans le véhicule puis qui retournent différentes informations, dont l'état de santé de la batterie. Et on a fait la démonstration que la valeur qui était retournée, c'était absolument n'importe quoi. Ça ne fonctionnait pas du tout. L'entreprise payait pour avoir ces données-là, mais ça ne valait pas un clou. Finalement, on a remplacé ça par tout simplement le kilométrage du véhicule, et le kilométrage du véhicule était un bien meilleur indicateur de l'état de santé que la fameuse donnée qui coûtait cher. Et ça faisait plusieurs mois, même plusieurs années, qu'ils payaient pour avoir cette donnée-là, mais l'idée, c'est que tant que tu n'essaies pas de faire quelque chose de solide avec la donnée, tu crois qu'elle est là, tu crois qu'elle est bonne, mais c'est difficile de valider si vraiment c'est la bonne donnée ou pas. Ça m'amène aussi à souligner que parfois, toute l'importance de la visualisation des données. Hein. Quand on a des centaines de milliers d'enregistrements, c'est pas vrai qu'on va les regarder dans Excel et qu'on va trouver des erreurs. La visualisation des données, comme ici, j'ai un nuage de points dans un espace en 3 dimensions, c'est super intéressant. Puis parfois, l'ajout d'une 4e dimension va ajouter beaucoup d'infos. Vous voyez, ici, vous avez un nuage de points, puis ça semble être un nuage de points. Par contre, si j'ajoute un critère,
un autre critère, je dis ben, la couleur, ça va être égal à la température ou quelque chose comme ça. Je peux me rendre compte que je n'avais pas un nuage de points, mais bien deux nuages de points. Okay. Puis ça, c'est une astuce en visualisation qui est vraiment très importante. Et à plusieurs moments dans différents projets, ça nous sauve. On finit de se rendre compte que ben, on essaie d'avoir un modèle qui explique un phénomène, mais en réalité, il y a plusieurs phénomènes. Puis je vous donne un exemple. L'entreprise ne le savait pas, mais il y avait un certain nombre de bornes de recharge qui étaient défectueuses. Puis on a pu le montrer après un travail de détective vraiment incroyable. En traçant ce graphique-là, c'était pour une borne en particulier. La puissance déployée par la borne lors d'une séance de recharge en fonction en fonction de la date, en fonction de la date calendrier. Puis on peut voir des baisses consécutives. Puis l'idée, c'est qu'il y avait 4 modules de puissance dans les bornes. Et lorsque un des modules faisait défaut, ben, tout simplement, ça baissait la puissance, la capacité de puissance de la borne de recharge de 25 mais personne ne s'en rendait compte. Il n'y avait pas d'alerte, il n'y avait absolument rien. Donc, vous comprendrez bien qu'essayer de prédire le temps de charge quand il y a certaines bornes qui sont brisées à 25 50 ou 75 c'est tout à fait impossible d'avoir une bonne prédiction. On est revenu avec la compagnie avec ça, puis on trouvait ça vraiment génial parce que ce n'était pas le but, mais on venait de leur développer un outil sur la base d'analyse de données qui allait leur permettre de détecter à distance les bris des, les bris des bornes de recharge. Donc, ils en étaient très contents. Je passe rapidement sur ça, mais personne n'avait pensé nous le dire, mais il y avait une contrainte qui était que les Kia Soul, lors d'une séance de recharge rapide, lorsqu'ils atteignaient 84 de recharge de batterie, là, le chargeur s'arrêtait. Et là, ben, le chauffeur ou quelqu'un qui passait par là pouvait appuyer sur le bouton pour repartir la séance de charge. Fait que vous comprendrez bien que moi, si j'essaie de prédire le temps que ça prend à charger jusqu'à 85 ça supposerait avoir la capacité de deviner combien ça a pris de temps avant que quelqu'un appuie sur le bouton, ce qui est impossible. Donc, c'est impossible de faire une bonne prédiction. Au final, après avoir réglé tout ça, ben, on est arrivé vraiment avec des prédictions vraiment exceptionnelles, super précises. Mais 95 de notre effort, ça n'a pas été de développer les modèles, ça a été de comprendre ce qu'il y avait qui n'était pas correct dans les données. Fait que ce sera à tenir en compte dans nos planifications de projets, ce 95 %-là. L'autre modèle, la prévision de la consommation, donc l'énergie nécessaire pour aller du point A au point B, ben c'est la même chose. On a différentes données. C'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a plus de données, le dénivelé de la route, vitesse de conduite, type de conduite, le chauffage, température extérieure. Donc, plus d'informations à prendre en compte. Premier écueil qu'on a eu, les données de dénivelé de la route qui provenaient d'une base de données de la NASA. Ben, les données qu'on avait fonctionnaient pour l'hémisphère sud, mais pas pour l'hémisphère nord. Pas les données, mais en tout cas, l'algorithme qui était utilisé. Ce qui fait que pendant très longtemps, au début de projet, les données de dénivelé de la route n'étaient pas bonnes. Mais ça, c'était de notre faute. La vitesse, qui est vraiment le principal critère, pas critère, mais le principal facteur qui va déterminer l'énergie nécessaire. On a fini par se rendre compte encore une fois, qu'on faisait de la visualisation de données. Et ça, ici, vous voyez, c'est une course de taxi sur une période de 2 minutes. Vous voyez les variations de vitesse. Donc, on passe de 30 km/h, 100, 30, 120, 20. Fait que si vous avez déjà pris un taxi à Montréal, vous savez que les chauffeurs ne vont jamais à vitesse constante. C'est tout le temps, soit ils sont en train d'accélérer, soit ils sont en train de freiner. Mais là, à ce point-là, ça nous semblait très improbable, à moins que c'était quand même la période où Jacques Villeneuve était revenu au Québec. Peut-être qu'il avait un job comme chauffeur de taxi. On ne sait pas trop. Mais finalement, ce n'était pas ça l'explication. On a fini par se rendre compte que même si ça a l'air beau dans la base de données, tous des beaux points GPS avec la vitesse, ainsi de suite, mais il y avait
l'espace entre chacun des points. En fait, les données de vitesse les données de localisation étaient prélevées de manière à fréquence fixe dans le véhicule, mais étaient transmises avec de manière un petit peu le temps de chaque point, le temps de transmission vers le serveur n'était pas toujours stable. Ce qui fait qu'il a fallu faire un lissage pour arriver à obtenir la vraie vitesse. OK? Mais mettez-vous dans le contexte. Okay? Puis c'est la même chose au niveau industriel. Imaginez que vous avez une machine, vous avez un capteur, vous avez quelqu'un qui a mis en place ce qu'il faut pour aller chercher l'information au niveau des capteurs à toutes les X secondes, garder ça dans une base de données. Mais est-ce que systématiquement, on va faire une analyse comme ça pour déterminer, vraiment établir que les données sont réellement bonnes? En général, on va tout simplement supposer qu'elles sont bonnes jusqu'au moment où on tente de les utiliser. Autre petit problème, un phénomène de téléportation. On avait des pointes, malgré qu'après avoir réglé ce problème-là, on se rendait compte qu'on avait des pointes parfois de vitesse vraiment phénoménales, mais en regardant sur une carte, on s'est rendu compte que ça correspondait au moment où des taxis passaient dans des tunnels, notamment le tunnel Ville-Marie à Montréal. Puis ce qui se passait, c'est que le dernier point, la dernière coordonnée GPS, juste avant qu'on rentre dans le tunnel, n'avait pas le temps d'être transmise avant que la communication coupe. C'était envoyé au sortir du tunnel en même temps que le premier point de localisation à la sortie du tunnel. Donc, ça avait pour effet de donner l'impression que le tunnel avait été franchi là, presque à la vitesse de la lumière. Après avoir réglé tout ça, ben là, on obtenait des profils de vitesse en fonction du temps qui avait plus de bon sens. Et là, on était en mesure de faire de vrais bons modèles prédictifs. Fait que je vous rappelle toujours ce graphique-là. Si notre prédiction est parfaite, tous les points vont être alignés sur une ligne droite. Ben là, on est loin du nuage de points du début. On a des prédictions vraiment très bonnes, mais après avoir fait tout le travail que je vous ai présenté. Une petite note à propos des algorithmes. Hein, tout le monde s'attend tout le temps que ce soit les réseaux de neurones qui performent le mieux, là, surtout nos étudiants. C'est le fun d'arriver au party de Noël puis raconter à la belle famille qu'on a utilisé des réseaux de neurones puis que ça fonctionne super bien. Dans ce cas-ci, ce qui fonctionnait le mieux, c'était tout simplement une simple régression comme on apprend à faire au cégep. Alors, ça ne demandait pas de la grosse intelligence artificielle. Le pire modèle, c'est un modèle théorique physique. C'est-à-dire, si vous aurez des livres de physique, là, puis que vous regardez qu'est-ce qui affecte la consommation d'un véhicule, là, comment le vent est supposé affecter la consommation, et ainsi de suite, ben, ça donnait le pire résultat. Par contre, quelque chose qui est vraiment intéressant, mélanger les deux, mélanger le modèle de régression et le modèle théorique, donnait quelque chose d'encore meilleur. Donc, venir injecter notre pire modèle dans le meilleur rendait le meilleur encore meilleur. Fin de la détail, en tout cas, fin de la petite parenthèse. Qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Mon bilan un petit peu personnel, c'est que la plupart des problèmes viennent du fait qu'en contexte industriel, les données proviennent de différentes sources. Okay. Ça peut être des données transactionnelles qui sont dans une base de données, des données qui sont fournies par des clients, un ensemble de décisions dont on a conservé la trace, des données qui viennent d'équipements. Donc, c'est vraiment très varié. Les sources sont différentes, ce qui multiplie les occasions d'erreur. Puis je vous rappelle ce schéma-là qui revient dans plusieurs présentations de l'Institut du Centre de recherche en données massives, les fameux 4V du Big Data. Souvent, on accorde beaucoup d'importance au volume, mais dans ce cas-ci, en contexte industriel, ce qui est vraiment notre cause de difficulté, c'est la variété. Données de sources différentes. Voilà. Puis le deuxième qui nous fait le plus de problèmes, c'est la véracité. Hein? Le fait qu'il est très difficile de vérifier, de prouver que la donnée est réellement bonne avant d'avoir fait quelque chose de substantiel avec.
Mon bilan, OK, que j'ai essayé de regrouper les différents problèmes avec les données en un certain nombre de catégories que je vous présente ici. N'ayez pas peur, je ne vous dis pas que dans chacun de vos projets, vous allez vivre tous ces problèmes, tous ces problèmes-là, mais ils reviennent fréquemment. Alors, ben, j'ai beaucoup parlé déjà de la cohérence des données, euh, le point numéro un. Le numéro 2, ben, la fiabilité des données. Fait que dans certains cas, ça peut être des erreurs dues à des saisies manuelles, un capteur qui fait des mesures erronées. On pense qu'on a toutes les données, mais il y a des trous dans les données. Ça, j'en ai parlé abondamment aussi. Euh, L'ignorance, hein, peut-être que les données sont bonnes, mais on ignore un fait important. Mon fameux exemple de la Kia Soul où il fallait réappuyer sur un bouton après 84 ben, ce n'était pas les données qui n'étaient pas bonnes, c'est notre capacité d'interpréter ces données-là qui n'étaient pas bonnes parce qu'on ignorait vraiment un fait important. Je n'ai pas parlé beaucoup de l'élément sécurité. Euh, mais c'est quelque chose qui est spécialement important, notamment, je pense, au contexte, pour ceux qui travaillent avec des données qui concernent les humains, donc banque, assurance et compagnie. En fait, c'est important partout, mais il y a particulièrement des défis qui vont se présenter là, lorsqu'on travaille avec, par exemple, une banque, puis que nos algorithmes, on ne peut pas sortir les données de la banque, donc il faut aller faire rouler nos algorithmes directement à l'intérieur des murs d'un centre de données ou autre. Donc, c'est un autre frein qui peut être très, très important. Le point de vue de l'accès, bien sûr, ben, il y a le fait que certaines données peuvent être des fois qu'on ne sait pas qu'on va avoir besoin de la donnée ou la donnée va être dans un système propriétaire fermé, c'est difficile de l'extraire. Dans certains cas, on va avoir des données manuscrites. Donc, ça, je pense qu'on s'attend à ces choses-là. Mais une surprise qu'on va avoir, c'est à quel point on se retrouve fréquemment dans un contexte où l'information, il faut l'extraire de la tête d'un humain. OK, puis je vous donne deux exemples. Un premier avec Biscuit Leclerc, qui cherchait à mettre en place un système pour déterminer les séquences optimales de fabrication des différents produits de manière à réduire le plus possible les temps nécessaires au nettoyage quand on passe d'un produit à l'autre. Je vous donne un exemple simple. Si je passe du chocolat blanc au chocolat noir, j'ai moins besoin de nettoyer que si je passe du chocolat noir au chocolat blanc. Vous comprenez pourquoi. Mais en réalité, ce n'est pas juste une question de couleur. C'est vraiment complexe. Il faut tenir compte des normes anti-allergènes. Les ingrédients des produits changent au fil de saison. Il faut regarder toutes les compatibilités des différents produits. Ce qui fait que produire cette grille horaire-là et bien tenir compte des temps de mise en course, des setups, c'était extrêmement complexe. Puis il y avait juste un humain qui était capable de le faire parce que c'est juste lui qui disposait de l'information. Même chose avec Duvaltex, qui est le géant nord-américain des textiles. Toute la connaissance de dire, OK, je suis en train de produire tel tissu, je passe à la production d'un autre tissu. C'est pareil de ce point de vue-là, c'est différent de ce point de vue-là. Quelles sont les pièces qu'on doit changer sur la machine, combien ça va prendre de temps? Mais c'est toute l'information qui existe. C'est juste du savoir-faire qui existait au niveau dans la tête des tisserands. Donc, pour être capable de faire un modèle prescriptif, disant quel tissu devrait être fait après quel autre tissu, ben, la donnée, elle était où? Elle était dans le cerveau d'un être humain. Fait que ça, souvent, encore une fois, l'entreprise était sûre que toutes les données étaient disponibles, mais c'est quand on fouille sur le plancher qu'on se rend compte qu'il y a plein d'informations qui existaient dans aucune base de données, malgré ce qu'on aurait pu penser au départ. Euh, Un autre point, le fait de ne pas avoir une donnée parce qu'on ignore tout simplement qu'il nous faut cette donnée. Puis ça, je pense que mon meilleur exemple, c'est une entreprise qui s'appelle Acta Mobilier, qui fait le nom le dit, du mobilier, mais du mobilier vraiment haut de gamme, là, donc des boutiques Nespresso, Chanel, des trucs comme ça, avec des panneaux de bois qui sont, je m'enligne, je veux toujours dire peint, mais lorsque j'ai visité l'usine, je les ai insultés. C'est pas de la peinture, c'est du laquage. Donc, vraiment très, très lustré avec un fini vraiment miroir. On se voit dedans. Donc, très haute qualité.
avec beaucoup de rejets, de pièces qui doivent, en cours de route, être retournées à une étape antérieure du procédé de production dans l'usine. Puis ça faisait qu'ils perdaient beaucoup de la trace de certains panneaux dans l'usine. Donc, ils se sont développés un gros système de suivi des panneaux avec vraiment une super base de données. Et un jour, ils se sont demandé, bien, avec toutes ces données-là qu'on a, bien, peut-être qu'on pourrait avoir un modèle prédictif ou un modèle explicatif, quelque chose qui nous dirait, là, qui expliquerait qu'est-ce qui fait qu'un panneau va être raté ou pas. Hein, si j'ai l'historique de chacun, je devrais normalement être capable de dire qu'est-ce qui fait que je rate certains panneaux ou pas, mais ça ne fonctionnait pas. Jusqu'au moment où un opérateur d'expérience dans l'usine dise, ben, moi, je pense qu'il y a un lien avec la météo. Euh, Puis, ben, qu'est-ce qui a été fait? C'est de dire, ben, on va ajouter les données météo de la municipalité dans nos modèles prédictifs. Il y a également une station météo qui a été ajoutée dans l'usine. Et finalement, c'était vraiment ça la clé. L'idée, c'est que la façon de calibrer le processus de peinture, le robot de peinture, pardon, de laquage, il fallait adapter certains paramètres à la température et à l'humidité qu'il faisait dans l'usine à ce moment-là. Et avec un réseau de neurones, ça a permis d'établir ça. Puis maintenant, c'est le réseau de neurones qui dit en fonction de la température et de l'humidité comment le robot doit être calibré. Mais encore une fois, en début de projet, on n'avait aucune idée que ça prenait ça. Donc, la météo ne faisait pas partie des données qui étaient ramassées. Un autre point ça va vous sembler peut-être simple, mais c'est quelque chose qu'on vit vraiment fréquemment. C'est oui, on va avoir des données, elles vont être bonnes, mais les données qu'on a ne sont pas représentatives du futur. Donc, ça ne nous permet pas nécessairement de prendre de bonnes décisions. On connaît les exemples de bris dans des séries de données, par exemple, mais un autre exemple de ça, c'est du surapprentissage, ou ce qu'on appelle en anglais l'overfitting. Je reviens à mon exemple du hockey de tout à l'heure, vous vous souvenez que je venais positionner une ellipse pour identifier la zone qui semblait la plus dangereuse avec le plus grand nombre de points rouges puis le plus grand nombre de points bleus. Mais il est évident que si au lieu d'une ellipse, je viens positionner une forme quelconque, ben, je vais être capable de regrouper tous les points rouges puis exclure tous les points bleus. Mais est-ce que c'est un bon modèle prédictif pour prédire la dangerosité d'un tir dans le futur? Ben non, absolument pas. OK? Fait que ça, c'est un exemple de surapprentissage, puis d'un contexte où je me retrouve que le mélange de mes données et de mon algorithme, ça explique bien le passé, mais je ne suis pas capable de l'utiliser pour bien prédire le futur. Je reviens donc à mon schéma du début sur le projet type, les différents problèmes qu'on va vivre à ce niveau-ci, puis qui vont nous faire boucler, ben, je pense que vous êtes peut-être plus à même, spécialement ceux d'entre vous qui êtes étudiants, là, à comprendre pourquoi ça arrive et ben, pourquoi c'est inévitable et pourquoi il faut se faire à l'idée qu'on ne va pas passer 100 de notre temps à faire des algorithmes. On va passer une grosse partie de notre temps à comprendre la problématique, comprendre les données et surtout trouver les erreurs dans les données et comment on peut combler ces lacunes-là. Des petites recommandations en terminant. Je pense qu'une chose qu'il faut retenir, c'est qu'on a malheureusement tendance à croire que la donnée est bonne jusqu'à preuve du contraire, malgré tout ce que je vous ai raconté. En fait, à chaque fois que je travaille avec un nouveau partenaire industriel, ils me disent qu'avec eux, ça va être différent, puis que là, la donnée va être bonne, mais c'est jamais vrai. OK? Fait qu'il faut se faire à l'idée que c'est pas le cas. Qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter nos chances que quand on va vouloir utiliser nos données, elles vont être bonnes? Bien, il y a différentes stratégies. Tout d'abord, la visualisation des données. En fait, le message, c'est utiliser les données de toutes sortes de façons. OK? Passez pas directement à des projets d'intelligence artificielle. Mettez en place des tableaux de bord, des trucs qui vont permettre d'avoir une utilisation de ces données-là. Ça va déjà être utile d'avoir des tableaux de bord, d'avoir des statistiques, mais au moins, en plus, ça va contribuer à valider les données.
Une tendance qui est vraiment de plus en plus, qui est vraiment lourde, c'est la création d'un poste, là, en anglais, on dit Chief Data Officer. C'est-à-dire, l'idée, c'est d'avoir quelqu'un au sein de l'entreprise qui va être responsable de la qualité des données. Donc, quelqu'un qui va avoir cette responsabilité-là avant même qu'on fasse des projets avec les données. Parce que si on attend que quelqu'un ait du temps libre pour aller regarder les données et voir si elles sont bonnes, ben, ça n'arrivera pas. Okay? D'où ces deux recommandations-là. Avoir des projets qui vont nous permettre de valider les données tout en faisant quelque chose d'utile, puis avoir quelqu'un qui est responsable de ces données-là. Oui, je reviens aussi là-dessus sur nos différents usages des données de manière de plus en plus complexe. Hein? Mais l'idée, c'est qu'on ne fera pas l'entreprise au complet en mode descriptif, puis après ça, on passe en mode diagnostic, ensuite prédictif, ensuite prescriptif. Il est beaucoup plus efficace de voir ça comme toute une série de petits projets où dans chacun des projets, on va passer à travers ces différentes étapes-là, interconnexion des équipements, mais laisser les humains prendre les décisions, avoir une bonne représentation numérique du monde physique, supporter les humains dans la prise de décision, jusqu'à aller vers une décision automatisée, puis le faire pour une petite fonction d'affaires de l'entreprise, un petit projet, et y aller vraiment de manière itérative, un projet à la fois. Fait que, dans le fond, je voulais avec ça corriger l'effet que ceci pourrait faussement être interprété comme une recommandation d'y aller de manière séquentielle, de faire toute l'entreprise étape 1, ensuite étape 2, ensuite étape 3, mais c'est vraiment une approche agile et itérative là, qu'il faut emprunter. Finalement, puis je vais m'arrêter là-dessus ensuite. Ben, pour conclure, donc les données, il y a tout le temps quelqu'un pour dire qu'elles vont être bonnes et accessibles. On a toujours des surprises. Le problème, c'est qu'elles ont été stockées, mais elles n'ont pas été. Oui, souvent, elles ont été utilisées, mais pas comme on veut le faire. Et tant que ça n'a pas été validé par notre usage, il ne faut pas prendre pour acquis qu'elles sont bonnes. Retenez aussi l'importance de la visualisation. À défaut de mieux. Ça permet vraiment de détecter beaucoup de problèmes, comprendre beaucoup de problèmes. L'importance pour l'analyste de bien comprendre le domaine de l'application. La plupart des problèmes ne peuvent pas être détectés, puis surtout ne peuvent pas être expliqués si on ne comprend pas bien le contexte, le domaine d'application. Donc, si vous êtes dans la salle, c'est un petit peu un mélange des deux. Si vous êtes plus du côté algorithmie, intelligence artificielle et compagnie, vous devez aller en usine, vous devez passer du temps sur le plancher, vous faire expliquer des choses, vous intéresser à ça. C'est pas comme dans les cours de machine learning de premier, de deuxième cycle où on prend des datasets sur Internet puis on fait juste des algorithmes. La vraie vie vraie, c'est pas comme ça. Autre chose aussi à retenir, ben, plusieurs algorithmes dans son coffre à outils, c'est mieux. OK? Vous avez vu mon exemple avec Théo Taxi. Pour toutes sortes de raisons, ben, ce n'est pas les réseaux de neurones qui fonctionnaient le mieux. Puis si tout ce qu'on connaît, c'est des réseaux de neurones, ben, on va passer à côté de choses intéressantes. Il y a un proverbe en anglais là, qui dit que si l'outil qu'on connaît, c'est le marteau, ben on va tout voir comme des clous. On va avoir des vis, puis on va essayer d'enfoncer les vis avec des clous, mais ça nous prend un coffre à outils avec différents outils adaptés aux différentes situations. Puis finalement, ben, pour être positif, ben, il y a toujours des retombées positives inattendues à ce qui semble être un problème avec les données. J'en veux pour preuve l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure sur la détection automatique des bornes de recharge qui étaient en situation de problème. Ça ne faisait pas partie des objectifs, mais ça a été une retombée vraiment positive du projet. Et ben, par le fait même, à chaque fois qu'on est en train de détecter, de régler des problèmes dans les données, ben, on les règle pour maintenant, mais on les règle pour tous les projets plus tard qui vont utiliser ces données-là. Il faut vraiment voir ça comme un travail positif et de grande valeur, ce travail-là avec les données de détection des problèmes, de correction avec les problèmes.